à tous et bienvenue dans le podcast de la Petite Balle Blanche. Ultime émission de la gang pour 2020 avec ce 8e épisode de notre première saison. Nous en profitons pour vous remercier, chers auditeurs, de votre suivi et de vos messages de sympathie. Alors, il y a un mois déjà, nous avons consacré notre précédent épisode au Masters, le dernier majeur de l'année chez les hommes. Et nous faisons de même avec le dernier majeur en 2020 chez les femmes et l'US Open qui aura lieu du 10 au 13 décembre à Houston, au Texas. Mais en plus de cette émission, comme le mois précédent, nous nous retrouverons également de jeudi à dimanche pour un débrief de chaque journée de cette US Open 2020. Je suis Lionel Baucher et je suis entouré de la fine équipe des chroniqueurs habituels, Christophe Soudé. Bonjour tout le monde. Cyril Le Guern. Allô la gang. Gurvan Bonny. Et tout le monde est perso de moins en moins fin avec le confinement. Julien Fontaine. T'es nul. Salut tout le monde. Merci. Et notre consultante que nous allons écouter encore un peu plus attentivement aujourd'hui, Marion Ricordo. Salut à tous. Bonjour. Alors comment vous allez ? Il fait froid. Il fait froid, on en a marre. Oh là là, mais vous habitez, vous êtes tous venus en Suède ou quoi ? Ah ben. On pensait pas, mais là, il y en a ras-le-bol. Dans le sud, il fait 10 degrés, ils ont froid. 5 Ouais. Pardonnez-la, 5 degrés. On a vu l'image, une photo de Julien sur Twitter où il y a de la neige sur ton parcours, non ? C'est ça ? Ouais, il a neigé un peu, ouais, mais ça a fondu là. Alors, on enchaîne tout de suite avec le vif du sujet, l'US Open féminin, la 75e édition, le plus vieux majeur des 5 tournois du Grand Chelem et même le plus vieux tournoi du circuit LPGA, créé en 1946. Depuis plusieurs années, c'est aussi l'épreuve la mieux dotée de la saison. Et cette année, comme en 2019, la dotation est de 5,5 millions de dollars avec un chèque de 1 million pour la vainqueur. Alors, si vous n'êtes pas tous familiers avec les majeurs de ces dames en particulier et le golf féminin en général, d'abord, nous sommes ravis que vous ayez décidé d'écouter ce podcast et ensuite, nous allons essayer de vous en donner les tenants et aboutissants grâce en particulier à Marion qui a participé à 4 majeurs dans sa carrière, ce qui est 4 de plus que nous autres 5 réunis, il faut bien le dire. Cette 75e édition, quelques petites particularités que l'on va souligner, c'est que déjà, pour la première fois de l'histoire, les 2 premiers tours se jouent sur 2 parcours. Il y aura le Cypress Creek et le Jack Rabbit, puisque 156 engagés et une journée un peu plus courte que d'habitude, donc pas possible de faire jouer toutes les joueuses du champ sur le même parcours, donc elles joueront les 2 premiers tours sur ces 2 parcours et elles finiront le week-end sur le Cypress Creek. C'est la Coréenne Lee Six qui est la tenante du titre. On va présenter un peu cette édition et puis avec une toute première question parce que on sait que c'est important. On va s'intéresser à la météo qu'il y aura cette semaine du côté de Houston au Texas. Parce que le Texas, quoi qu'on en pense et quoi qu'on en dise, c'est quand même assez fluctuant niveau météo, mon cher Chris. Oui, merci. Ça va être important parce qu'on est au mois de décembre. Alors, jeudi, il fait beau. Vendredi, ça commence à se dégrader. Il fait 22 degrés. Et puis samedi, il y a des orages et de la pluie de programmés. Et puis, il fait plus que 16 degrés. Et dimanche, il y a du soleil, mais il fait encore plus froid. Et on a une indication sur le vent ou pas ? Et il n'y a pas trop de vent apparemment de prévu. Mais ce qui se passe, c'est que cette semaine, ils jouent déjà au Texas, un tournoi du LPGA. Et ils ont commencé jeudi avec des températures encore un peu plus froides. Et elles ont beaucoup souffert. Et puis le jeu se ressentait également. Ils ne scoraient pas beaucoup. Hein. Et là, ça s'est un petit peu réchauffé, mais ça va être une question importante tout au long du tournoi. Est-ce que je peux embrayer moi direct sur une question pour Marion ?
Bah oui, vas-y. Et Marion, est-ce que dans ces cas-là, le fait éventuellement qu'il puisse y avoir des interruptions météo liées à de l'orage ou choses comme ça favorise éventuellement les joueurs, les joueuses qui ont un peu plus d'expérience, ou si finalement, en fait, c'est à peu près kiff-kiff bourricot? Non, c'est à peu près kiff-kiff parce que toutes les joueuses enfin même les amateurs qui vont jouer le tournoi ou les jeunes joueuses, elles ont l'habitude de jouer beaucoup de tournois et elles ont forcément déjà vécu ce genre de situation. Quel que soit le circuit sur lequel tu joues, que tu sois amateur ou pro, des interruptions de jeu, tu en as eu. Après, la petite différence qu'il peut y avoir quand tu joues un majeur ou quand tu es sur le LPG en général, c'est que tu as beaucoup plus de zones, d'endroits où les joueuses peuvent aller s'isoler pour patienter, ce qui est plutôt bien fait, chose que les amateurs n'ont pas forcément l'habitude d'avoir quand elles sont dans des golfs où il y a le public qui peut être dans le clubhouse, etc. Là, on a vraiment des zones réservées pour les joueuses, ce qui fait qu'elles peuvent se reposer et du coup, non, là, tout le monde a à peu près l'habitude, je dirais. On va continuer avec à interroger notre spécialiste, mais là, je t'écoute, Lionel. Alors, la question, c'est cette particularité d'avoir deux parcours différents, trois jours pour reconnaître le parcours. Est-ce que là, tu privilégies celui qui va pouvoir se jouer ou tu vas jouer si tu passes le cut le week-end? Ou est-ce que tu es quand même obligé de passer du temps sur l'autre parce que si tu ne le connais pas bien, ça peut te casser ta carte et puis t'empêcher de passer le cut? Comment on gère le fait d'avoir deux parcours à reconnaître en peu de temps, en fait? Ouais, je pense que la plupart des joueuses, bon, à part celles qui jouent déjà au Texas, mais la plupart des joueuses ont pu arriver un petit peu avant. Donc, même si elles n'ont pas forcément joué le parcours, elles ont peut-être eu la possibilité d'aller le marcher, ce qui est déjà pas mal, en fait. Une reco à pied sans jouer, parfois, ça nous permet de regarder les choses qu'on ne verrait pas quand on a un peu la tête dans le guidon. Donc, ça, c'est plutôt bien. Et après, non, évidemment, il faut faire une reco aussi sérieuse sur un parcours comme sur l'autre, parce que ce serait dommage de bâcler la reconnaissance du parcours qu'on joue qu'une fois. Si c'est pour envoyer un 75 ou un 80 et puis manquer le cut, ça aura servi à rien de faire une grosse reco sur l'autre parcours puisqu'on n'en aura pas profité les 4 jours. Donc non, faut être aussi sérieux sur chaque reco. Évidemment, il faut gérer son temps parce qu'on a 2 recos de 2 parcours, ça fait beaucoup d'informations à retenir. Donc, il faut être très, très efficace quand on fait les recos. Il faut digérer les infos un petit peu plus vite que d'habitude. Comme l'US Open, c'est un tournoi particulier parce que c'est des parcours que les joueuses ne jouent pas d'une année sur l'autre. Donc, c'est une nouveauté pour 95% du champ. On l'a dit, il y a quelques joueuses qui connaissent le terrain, mais globalement, c'est une petite surprise pour tout le monde. Donc, ça met un peu tout le monde sur un pied d'égalité, ce qui est plutôt pas mal. Et ça oblige tout le monde à être aussi consciencieux. Donc, c'est assez sympa pour ça, les US Open. D'autant peut-être que le parcours de Rabbit, là, j'ai pas son nom en entier, mais c'est peut-être le plus difficile à appréhender des deux selon ce qu'on en lit. Compte tenu de ses greens, compte tenu de ses runoffs, ça pourrait être assez compliqué à jouer. Et qu'il y a pas mal de spécialistes qui disent est-ce que ça vaut le coup de négliger cette reco par rapport à l'autre puisqu'on va y jouer qu'une fois? En fait, ils disent que très vite, on peut se retrouver à jouer un 85 et rentrer chez soi le week-end. Donc, je pense que Marion a raison. Il faut vraiment engranger les informations sur les 2 parcours de manière égale et puis aller chercher le week-end. Parce que pour ceux qui ont reconnu que le parcours que tu vas jouer 3 fois mais qui vont le jouer qu'une fois, c'est très bien, elles en auront profité. Mais derrière, maison, quoi. Après, je te rassure, il n'y a aucune joueuse qui va faire qu'une seule reco. Non, mais ils imaginaient comment ça allait être appréhendé par les joueuses et ils disaient que c'était impossible que des joueuses fassent, entre guillemets, l'impasse, même si ça aurait été une impasse relative. Oui, après, disons que si tu es un peu fatigué parce que tu as joué la semaine d'avant, tu sais que c'est une semaine qui va te prendre beaucoup d'énergie, ce que tu peux faire comme reco particulière, c'est marcher le parcours. Si tu ne veux pas jouer les 18 trous, tu peux au moins marcher, prendre quelques wedges, ton putter et faire ta reco à pied et faire au moins du chipping et du putting sur les greens. La reco du grand jeu, elle est importante, mais disons que c'est la partie de ta reco que tu peux forcément zapper puisque tu as le carnet de parcours qui t'indique où aller, etc. Tu peux jouer, ça peut t'aider. Par contre, l'appréhension des greens, surtout s'ils sont plus petits, s'ils sont plus compliqués, cette appréhension-là, tu peux l'avoir qu'en essayant. Donc, peut-être qu'elles vont
pas. Alors, je pense pas. Je pense qu'elles joueront globalement toutes. Mais si elles devaient essayer d'économiser un peu d'énergie, globalement, elles feraient une reco à pied et elles feraient beaucoup de petits jeux autour des grilles. Beaucoup, parce que c'est là que ça se joue, hein. Surtout un US Open, c'est vraiment autour des greens que ça va se jouer. Et du coup, c'est la chose sur laquelle elles seront encore plus attentives. Quand tu fais ta reco sur un green, c'est quoi en fait que tu essayes d'imaginer? C'est-à-dire que tu te mets dans la situation où ta balle va atterrir à peu près à l'endroit où tu le veux, en imaginant par exemple que tu vas te faire ton petit putt en montée comme tu l'espères, ou alors à l'inverse, tu te dis, tu es plutôt en train d'essayer de tester en gros l'endroit le plus horrible où tu pourrais mettre ta balle en conjonction avec l'endroit le plus horrible où pourrait être le drapeau et tu t'amuses à putter ça. Alors, normalement, il y a des règles au reco. Tu n'as pas le droit de faire plus d'un certain nombre de putts, tu n'as pas le droit de faire plus d'un certain nombre de chips parce que sinon, les recos, elles durent 10 heures. Donc, c'est réglementé. Je ne sais pas si ça a évolué. Moi, je me souviens que quand je jouais, et je vous rassure, c'est pas respecté parce que tu peux pas faire que 3 putts par green, mais globalement, c'était entre 3 et 5 putts et maximum 2 chips. T'as des choses comme ça. Normalement, c'est réglementé. Mais évidemment, tu es sur un US Open, tu vas pas te limiter à faire 3 putts sur le green. Donc, la première chose, c'est que lorsque tu es sur le fairway, si tu fais ta reco normale, déjà, tu joues rarement les drapeaux. Parce que les drapeaux que tu as en reco, ce ne seront pas des drapeaux que tu auras en tournoi. Le drapeau, il est déjà mort. Celui-là, tu sais que cette position-là, elle n'existera plus. Donc, en général, ton cadet ou toi, vous avez une sorte d'anticipation où vous dites, tiens, voilà, sur ce parcours, aujourd'hui, je vais jouer telle position de drapeau. Tu essaies déjà d'anticiper avant même de jouer où les arbitres vont mettre les drapeaux sur le green. Donc là, en l'occurrence, sur ce parcours, il n'y aura qu'une position de drapeau sur toute la semaine. Donc, il faut essayer de faire ton petit calcul avant de jouer. Tu vas jouer cette position de drapeau quand tu vas attaquer ton green. Tu vas jouer cette position de drapeau fictive. Et ensuite, quand tu arriveras autour du green, tu vas putter cette position de drapeau ou plusieurs. T'en choisis. Nous, on met des petits... ça a la taille de dessous de verre. En fait, tu mets des sortes de dessous de verre sur les greens, tu en mets 2-3 par green et tu puttes des positions qui te semblent les plus logiques ou tu te chips des positions qui te semblent les plus logiques. Tu essaies de ressentir, si tu as des grosses pentes, tu essaies de ressentir les pentes. Si des choses sont pas nettes, visibles, tu essaies de regarder si les pentes sont traîtres, mais t'as pas le droit t'as pas le droit de passer 1 heure sur le green. Donc, tu essaies d'anticiper ce que les arbitres vont choisir et la probabilité. Tu vas jouer une zone sur le green, donc tu dis tiens, je vais putter de là et je vais voir ce que ça donne. Et est-ce que ton caddie, en fait, il est tout le temps avec toi sur les parties de reconnaissance ou est-ce que lui, il va aussi faire un travail de son côté en allant voir, aller sur le trou d'après, par exemple, pendant que tu continues de chipper, lui, il va voir le trou d'après et il s'intéresse à d'autres sujets ou pas? Non, en général, le cadet, il est avec toi sur le trou, il est avec toi sur le green. Toi, tu es en train de faire tes putts, donc tu notes tes infos. Et lui, il a aussi quelques balles dans les poches. Et il jette quelques balles sur les greens, il fait rouler quelques balles pour voir d'autres choses. Comme ça, tu gagnes du temps, en fait. Ton cadet voit une partie du green, voit certaines choses. Toi, tu en vois d'autres. Après, ça dépend aussi de la relation que tu as avec ton cadet. Mais en général, tous les cadets le font, même si après, les joueuses ne les sollicitent pas. En gros, ils font le boulot, même si après, ils savent que la joueuse va rien lui demander. Ils le font quand même parce que comme ça, si jamais elle demande, le mec aura la réponse. Ou le mec ou la fille d'ailleurs, mais le cadet aura la réponse. Mais on est toujours au même endroit. Enfin, le cadet, il reste sur les greens et comme les joueuses, c'est là où tu passes le plus de temps, c'est là où il y a le plus de boulot, les greens. Donc, le cadet, il va être comme toi, ou parfois, il va voir un truc que toi, tu n'auras peut-être pas vu, il va te dire, tiens, va faire un chip de là-bas. Alors, c'est rare que les cadets donnent des ordres, mais il peut faire des suggestions parce que parfois, on est un peu pris dans notre truc et on ne le voit pas. Moi, je sais qu'Inigo, il me disait de temps en temps, tiens, fais ça, parce qu'il sait que mon raté, c'est ça. Donc, il sait que j'ai un risque de me mettre à tel endroit dans cette situation sur ce green-là. Donc, il me faisait faire le chip qu'il pensait que je pouvais avoir pendant le tournoi. En s'intéressant au chant qu'il y a cette semaine, il y a quasiment toutes les meilleures joueuses du monde qui sont là. Beaucoup d'anciennes vainqueurs. Je crois que la seule qui devait, qui aurait fait sa 25e apparence à l'US Open, qui était Carrie Webb, elle ne sera pas là finalement cette année. Mais il y a quand même des trucs qu'on voit quand même
beaucoup chez les femmes et moins chez les hommes. Je pense notamment à Lexi Thompson, elle a 25 ans et elle va jouer son 14e US Open. Ce qui fait que le premier qu'elle a fait, elle avait 12 ans en 2007. Et depuis, elle a fait les 13 US Open qu'on suivi. Donc, c'est quand même assez incroyable. Et puis, parmi les plus anciennes, on a Angela Stanford. Il y a Christy Kerr, mais j'ai vu s'est Ouais, chopé un accident de voiturette, non? c'est ça, ouais, mais elle s'est pas retirée pour l'instant. Ouais, ça a l'air assez sérieux quand même, hein, son Ouais. truc. Ouais. Et donc, elle devait jouer son 24e, je crois, 24e US Open de suite, en fait. Il y a Nelly Corda, on ne sait pas où est-ce qu'elle en est. Parce Pourquoi qu'elle n'a pas repris depuis le KPFG où elle s'était retirée. Après, faut noter que cette année, c'est un peu particulier. Je pense que c'est le plus beau champ qu'il y ait jamais eu à l'US Open. Parce que habituellement, l'US Open, donc de par son nom, est un Open, donc a beaucoup, beaucoup de qualifications, ce qui fait que, je ne vais pas dire que n'importe qui peut se qualifier, mais on a habituellement beaucoup de joueuses qui n'ont pas forcément le niveau pour jouer un US Open. Cette année, on a les meilleures du LPGA qui sont toutes là parce que, en fait, comme il n'y a pas eu de qualif, il a fallu choisir suivant des critères définis. Et en fait, ils ont pris plus de joueuses du LPGA, donc des filles qui sont déjà hyper compétentes. Ils ont pris les meilleures joueuses mondiales. Ils ont pris les 4 ou 5 meilleures du 6 mètres à tour. Donc, en gros, je pense que le champ de l'US Open n'a jamais été aussi bon que cette année. Sachant que depuis 2 ans, il y a quand même beaucoup de surprises. Hein. Parce que si tu regardes Anna Green, Shibuno, même cette année, Mirem Lee, bon, c'est une demi-surprise peut-être, Mirem Lee, je ne sais pas ce que tu en penses. Mais, En majeur, tu veux dire? Popov, ouais, en majeur. Alors que jusque-là, quand même, surtout dans les années 2000, etc., il n'y avait pas beaucoup de surprises. Mais là, depuis 2 ans, je trouve qu'il y a eu plusieurs surprises. Et moi, j'ai l'impression que cette année, il pourrait y avoir encore une surprise. Moi, dans celle que tu as citée, à part Popov, il n'y a aucune surprise. Anna Green, c'est pas une surprise. Moi, c'est une joueuse que je connais depuis des années et ça devait finir par tomber. Alors, c'est tombé sur un majeur avant d'un tournoi traditionnel, mais franchement, cette joueuse, elle est exceptionnelle, donc c'est pas étonnant. Mirem Lee, c'était une joueuse solide du LPGA aussi, donc pas. Ouais, c'est vrai. Ouais. Popov, oui, c'est clairement plus une surprise, mais sur un British, elle est européenne, elle a grandi en jouant tous les British amateurs, etc. Donc, bon, fallait le sortir. Hein. De toute façon, c'est sûr que c'était une prouesse exceptionnelle, surtout qu'elle était un peu à la rue depuis quelques temps, donc c'était extraordinaire. Mais à part elle, il n'y a pas eu trop de surprises sur les majeurs. Et Shibuno, elle fait partie du contingent des Asiatiques. Quand on regarde le top 50 là, mondial, il y en a beaucoup qui sont dans le top 20, top 30, qui sont montés cette année, qui jouent exclusivement en Asie, notamment au Japon et en Corée. Et elles sont vachement montées cette année. Et Shibuno, quand elle a gagné, on ne la connaissait pas du tout. Quoi. Donc, je ne sais pas s'il y aura beaucoup de ces joueuses-là inscrites, mais il peut y avoir encore une joueuse asiatique qu'on connaît peu ou voire pas du tout. Hein. Mais ça paraît vachement ouvert. Moi, j'ai envie de dire le top 60 mondial, parce que Céline est 52, donc on va dire le top 60. Mais c'est vrai que le top 60 mondial, on a l'impression que elles peuvent gagner. Quoi. Bah, Céline avait fait 6e l'année dernière, non? C'est ça? 2019? 5e ou 6e, ouais, c'est 5. ça. Et puis, elle avait joué la gagne jusqu'au dernier trou, parce qu'en fait, elle finit 5e parce que ce dernier trou se passe mal, mais normalement, elle aurait dû finir play-off ou quelque chose comme ça, elle aurait pu gagner. Sachant que pour les non-initiés, une Française a déjà gagné l'US Open, en la personne de Catherine Lacoste, qui était amateur, et qui a toujours été amateur dans tous les tournois qu'elle a fait d'ailleurs, je crois. Elle n'est jamais passée professionnelle, il me semble. Et elle l'a gagné en 1967, donc ce qui fait que c'est la seule amateur à avoir gagné un majeur. Voilà, si ça peut donner des idées à trois Françaises qui seront amateurs, puisqu'en plus de Céline Boutier et Perrine Delacour qui sont qualifiées par le truchement de leur classement sur la saison, on a 3 amateurs, puisque le top 15 mondial amateur a été qualifié automatiquement pour l'US Open, pour les raisons que
tu as cité tout à l'heure, Marion, savoir que comme il n'y a pas ces tournois de qualification et tout ça, ils ont élargi un peu plus de... Et donc, on aura 3 Françaises avec Pauline Roussin-Bouchard, Lucie Malchiran et Agathe Lenné. 3 joueuses qui sont méga performantes cette année. Qui sont déjà toutes les 3 dans le top 15 mondial, ce qui est déjà pas mal, même si c'est chez les amateurs. La numéro 2 mondiale, Agathe Lenné qui vient de gagner 2 tournois sur le LETAS, donc la 2e division européenne, alors qu'elle est amateur. Donc elles feront partie, ces 3 tricolores, elles feront partie de 42 joueuses qui vont jouer leur première US Open. Donc, ce qui fait un quart du champ, quoi, qui disputera un US Open pour la première fois. Et il y a quand même quelques noms. Alors, il y a forcément pas mal d'amateurs qui le jouent pour la première fois, mais Shibuno, tu en parlais tout à l'heure, Chris. Et puis, on a Perrine Delacour qui joue aussi son premier US Open. Et puis, des Cheyenne Knight qui est une des joueuses du Texas et qui connaît bien le parcours. Et certains disent que c'est un avantage de connaître les 2 parcours. Voilà, donc vous avez... quels sont vos favoris pour cette épreuve, pour ce dernier majeur de l'année? On peut commencer. Moi, je pense que ça va être une fille qui va gagner. Après, sincèrement, je laisse le champ ouvert aux spécialistes. Mais voilà. J'ai bon. Ouais. Oui, ah bon. Merci. Ouais. Ah bon. J'aimerais bien que ça soit européenne pour de vrai. Ouais, alors sachant que la dernière européenne à avoir gagné l'US Open, c'est Annika Sorenstam, 2006. Ça date un peu, ça fait un petit moment, mais Charlie Hull, peut-être, elle est quand même plus à l'aise, l'anglaise, sur des parcours a priori américains que sur des links et tout ça. Elle a toujours dit qu'elle avait plutôt sa préférence pour ce type de parcours. Et elle joue bien cette semaine en plus, hein, sur un parcours qui sera assez proche de ce qu'ils vont jouer en plus. Hein, donc, peut-être la jeune Danoise qui vient de remporter l'ordre du mérite sur le Ladies European Tour, Émilie Christine Pedersen. Émilie, elle est en chauffe, elle vient de gagner les 3 derniers tournois de la saison. C'est un peu envolé et du coup, je pense qu'elle elle doit avoir une sacrée montée d'adrénaline en ce moment. Donc, ça peut se poursuivre et ça pourrait être génial. Tu vois qui, toi, Marion? Compliqué de faire un pronostic sur un US Open. Toujours très compliqué. J'aime bien l'idée d'une européenne, voire d'une amateur. J'aime bien cette idée parce que année particulière, champ particulier, et j'aimerais bien l'idée d'une amateur. Une européenne, j'aimerais énormément. Et une amateur, ce serait la cerise. Une amateur européenne serait la cerise sur le gâteau, et comme on a 3 Françaises, ça augmente nos chances. Sans parler du fait que tu aimerais bien, tu penses que c'est possible? Ah oui, c'est possible. Ah oui, sur un parcours du US Open, oui, c'est possible. Oui. Même quand il y a 2 parcours, justement, ça donne pas éventuellement un peu de prime à des gens qui sont peut-être un peu plus professionnels, on va dire ça, pour... Non, pas forcément, parce que, comme je disais, comme c'est un parcours que personne ne connaît, les joueuses du LPGA, elles sont habituées à rejouer les mêmes tournois chaque année. Et en fait, ça leur demande un peu plus d'énergie, chose qu'elles n'ont pas forcément l'habitude de faire. Alors, c'est pas qu'elles sont pas capables, mais elles ont moins l'habitude de découvrir des nouveaux parcours. Elles savent que c'est des semaines particulières, les majeurs, c'est particulier. Et puis, les amateurs, elles ont rien à perdre, en fait. Enfin, je veux dire, c'est pas, pour des amateurs, c'est du bonus de faire ce genre de tournoi. Ouais, mais elles ont rien à perdre jusqu'à l'avant-dernier trou, quoi, si jamais c'est devant. Mais même, elles ont rien à perdre. Ouais. Il y a une amateur qu'elle va finir 5e de l'US Open, enfin féminin, elle signe tout de suite. Enfin, tu vois, ouais, elle signe tout de suite, mais peut-être qu'en finissant 5e, elle était 2 au 18. Hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment quelque chose qui peut être envisagé. Il y a beaucoup plus d'amateurs que sur d'autres tournois, donc c'est pas impossible. Ouais, parce qu'elles sont... alors, je disais le top 15 qui était qualifié, mais en fait, c'est le top 20 qui est qualifié. Et elles sont 18 dans ce top 20 à être présentes, dont les 3 Françaises qu'on a déjà citées. Et puis la numéro 1 mondiale, Rose Zhang.
Alors, bon, souvent, ces derniers temps, ça se joue, c'est un match États-Unis-Asie dans les majeurs, Ouais, et notamment voilà. dans l'US Open. Cyril? Moi, je vois bien Stacy Lewis. Je mettrais bien une pièce sur. Elle a déjà gagné un tournoi cette année. Hmm. Et puis, étant du côté des États-Unis, je vais y aller avec une américaine. Et puis, c'est Céline Boutier, évidemment. Ça, j'aimerais beaucoup aussi. Et puis, Brooke Anderson. Ça, c'est mes trois que je verrais, moi. Allez, moi, si je devais en choisir une, un nom précis, juste une personne, je dirais Nelly Corda, si elle joue. Je l'aime bien et elle est impressionnante comme joueuse. Puis elle a raté de peu la victoire qui lui tendait presque les bras ou Anna Aspiration, là, en perdant en play-off. Et Diaco aussi, ce serait sympa pour la petite histoire. Je sais pas si elle avait. Ouais. Hein? Bah, elle Méchant revient. retour. Ça signerait son beau retour, en tout cas. Déjà, c'est un US Open. Déjà, elles sont 156, qui va être quand même le tournoi avec le plus de participantes, je pense, cette année. Bien malin, celui ou celle qui arrivera à trouver la future vainqueur, parce qu'il y a du beau monde, quoi, forcément. Forcément. Chris, toi, tu vois qui? Ben, moi, j'ai du mal à. Ouais, j'ai pas de favori, comme je disais tout à l'heure. Je pense que ça va être très ouvert. Parce qu'en plus, les Coréennes, elles n'ont pas du tout connu une saison normale. À part pour la numéro 2, là, celle qui a gagné le KPMG, la Se-Young Kim. Hmm. Parce que c'est elle qui est vraiment sur une super dynamique, un peu comme Dustin Johnson, comme il est arrivé sur le Masters. Parce qu'elle, elle est restée jouer aux États-Unis quand ça a repris. Ah, Mais il y a par contre, Minjili aussi. ouais, il y a Minjili aussi qui est sur une bonne dynamique. Il y en a d'autres, mais par Ah, contre, c'est ma favorite, moi. Je Ah me ben mouille voilà. direct. Et par contre, la numéro 1 mondiale, Jin Yoon-ko, elle a repris qu'il y a très peu de temps, je crois que c'était la semaine dernière. Elle a tout Là, cassé, d'ailleurs. elle joue pas mal depuis vendredi, puisqu'elle joue cette semaine. Et bon, après, il y a une Park, hein, on le sait bien, elle est toujours là. Je regarde d'ailleurs la rediffusion de l'an dernier, elle y était encore. Il y a la japonaise, la petite japonaise Nasa Otaoka. Bon, je pense que ça va être très ouvert. Cyril, il a donné des pistes intéressantes aussi. Après, il y a Danielle Kang, cette américaine qui était en chauffe là, au début de la reprise, qui a battu Céline Boutier en play-off. C'était un peu malheureux. D'ailleurs, j'aurai une question après pour Marion sur Céline. Mais je pense que ça va être très ouvert. J'aurais une petite préférence quand même pour le top 10 ou top 15 mondial, parce que là, il y a quand même des joueuses qui ont acquis pas mal d'expérience depuis ces dernières années. Puis comme il y a effectivement ce tournoi un peu spécial, on va voir. Mais en tout cas, je pense on va vraiment s'amuser avec deux parcours, avec une météo un peu plus fluctuante au Texas, avec voilà, ce champ de joueurs, comme tu disais. Je pense on va vraiment se régaler, quoi. Alors, à noter pour ceux qui nous écoutent que habituellement, le golf féminin est diffusé sur Golf Channel France, en France, mais que ce majeur fait partie des 3 majeurs qui ont été achetés par Golf Plus, enfin Canal Plus, et diffusés par Golf Plus. Tu avais les horaires, Chris? Il me semble que tu nous avais communiqué les horaires. Alors, jeudi, vendredi, samedi, de 19h à minuit, et dimanche, de 18h à 23h. Donc l'avantage avec le Texas, c'est qu'il n'y a que 6 heures de décalage pour la France. Donc c'est un peu comme le Masters. Alors le cut, comme d'habitude, après 2 tours. Le top 60 et ex aequo, évidemment. Donc on vous invite forcément à regarder et à vous intéresser à ce majeur féminin, parce que pour toutes les raisons qu'on a citées, de appréhender 2 parcours qui sont très différents. L'un, le Cypress Creek, avec des greens énormes où si on se met pas bien sur son approche, on risque d'avoir des putts de 25 mètres. Donc pour faire le birdie et puis éventuellement ou sauver le par. Ensuite, ça sera pas forcément des tapines derrière. Et puis un Jack Rabbit, qui lui a des petits greens, pas mal de dogleg, qui je crois est un peu plus court. Pas mal de pentes sur les fairways aussi, donc si c'est sec, ça va
Ça va Ouais. dégager dans les refs. Et puis, on essaiera de vous faire vivre ça. Alors, vous l'aurez, vous, à l'écoute le lendemain matin, mais chaque soir, on essaiera avec la team de faire un petit débrief. Tout à l'heure, tu disais, Chris, tu voulais poser une question à Marion? Ouais, sur Céline, parce Vas-y. que elle en a encore parlé dans plusieurs médias ces derniers jours. Elle revenait sur sa défaite, on peut le dire, parce que c'était quasiment une espèce de play-off l'an dernier à l'US Open quand elle avait perdu face à la Coréenne. Et elle a perdu vraiment sur les derniers trous et elle revenait là-dessus en disant que ça l'avait un petit peu traumatisé, quoi. Et je voulais poser une question à Marion. Comment on fait quand on redémarre un tournoi où on a cet esprit de revanche? Elle l'a dit, elle a envie de prendre sa revanche. Euh, Comment on fait et qu'est-ce qui se passe si on se loupe dans cet esprit-là le premier jour, quoi? Alors là, elle a un avantage, c'est que déjà, c'est pas le même terrain. Donc, elle va pas ruminer des choses qui auraient pu se passer parce que sur ce terrain-là, elle a plein de nouvelles histoires à écrire. Donc, déjà, ça, c'est une bonne chose. Et l'autre chose importante, et elle va le faire parce que Céline, elle est très forte et qu'elle n'a pas besoin de grand-chose pour y arriver, et c'est rester dans le présent, en fait. Elle doit rester dans le présent tout le temps et forcément, ça va lui traverser l'esprit. Parce que si elle dit qu'elle y pense encore, c'est que ça va lui retraverser l'esprit. Mais à chaque fois, il faudra se forcer à rester dans le présent, faire ce qu'elle est en train de faire et puis pas ressasser les choses. Et en fait, à se concentrer sur ce qu'elle est en train de faire, ça devrait l'aider à faire les choses bien, quoi. Comme elle fait toutes les semaines, en fait. Parce que là, elle dit qu'elle y repense et que, voilà, que ça l'a peut-être traumatisé ce qui s'est passé l'an dernier. Mais n'empêche que depuis, elle a fait plein d'excellents résultats. Donc, elle a été capable de rebondir très très vite. On a parlé des Françaises, de quelques Européennes, des Américaines, des Coréennes, mais il y a aussi une joueuse qui mérite qu'on s'intéresse un peu à elle, et Cyril va nous en parler, puisque c'est ta presque compatriote Brooke Anderson. Clairement, oui. Alors c'est ça, donc je vais vous parler des joueuses qui va se présenter avec le statut de favori pour ce 75e US Open féminin. Donc pour rappeler un peu, après être devenue professionnelle en 2015 alors qu'elle n'a toujours pas de statut sur le circuit du LPGA, elle se qualifie le lundi pour le Cambia Portland Classic et remporte le tournoi avec 8 coups sur la poursuivante, élue rookie de l'année dès sa première saison professionnelle. Troisième plus jeune joueuse dans l'histoire du LPGA à remporter un tournoi à l'âge de 17 ans, 11 mois et 6 jours, aux côtés de, pas des moindres, Lydia Ko et Lexi Thompson. Donc Brooke Anderson tentera d'accrocher un second titre en majeur après le championnat de la PGA KPMG, donc obtenu en 2016. Alors, deuxième joueuse de l'histoire du LPGA à réaliser cet exploit à l'âge de 18 ans, 9 mois et 2 jours, donc encore des records. Alors, il faut savoir que la jeune joueuse est perçue ici au Canada comme l'une des plus grandes athlètes, hommes et femmes confondus, puisque l'Ontarienne est tout simplement le sportif canadien le plus titré sur le LPGA et PGA, avec 9 victoires au compteur, devant Mike Weir. Donc, c'est pas donné non plus à toutes les nations d'avoir une femme en tête dans le golf avec tous ces records. Donc, après avoir remporté, c'était en 2019, le meilleur LPGA classique. Également élue 3 fois athlète féminine de l'année par la presse canadienne, en 2015, 2017 et 2018. Vous comprenez que Anderson nage dans la notoriété à l'image de Laure Manodou au milieu des années 2000. En fait, la Canada Mania a débuté lors du CP Women's Open, lorsqu'elle a remporté 45 ans après la Canadienne Jocelyne Bourassa, c'était en 73, le tournoi le plus cher à son cœur, donc sur le sol canadien. La 6e au classement mondial du golf féminin, donc le Rolex Ranking, arrive à Houston, Texas, avec une fiche de 4 top 10 lors de ses 4 dernières sorties. 6e, T6 et donc T2 lors du ANA Inspiration. Dernier majeur féminin disputé au calendrier à date. La joueuse de 23 ans espère donc améliorer son meilleur classement au US Open, qui était donc T5, on en parlait tantôt,
en 2015. 5 participations et forfaits lors de sa dernière édition pour raisons personnelles et le décès de son grand-père. Brooke Anderson, c'est donc avant tout une histoire de famille, avec comme DJ avec sa sœur Brittany cadet et son père Dave entraîneur. Et pour info, elle est présentement juste devant Céline Boutier au classement de la Race to CME Globe. Et la Française sera également présente cette semaine. Donc Céline, on le disait. Alors, autre fait d'armes, quelques chiffres avant de poursuivre. Donc, 7e aux Jeux Olympiques de Rio en 2016, à 2 coups seulement du podium. 53 top 10 en carrière. 2 top 10 à Evian, T9 en 2016 et T10 en 2018 en 5 participations. Alors, tout petit gabarit, tout est relatif, mais 1m63 seulement et l'une des plus grosses frappeuses du tour, puisque avec une moyenne de 266,80 yards, puisqu'il a classe 11e, je crois. Alors, en termes de, on va rester un peu dans des stats, en termes de fairway en régulation, c'est 75,94. Alors, je sais pas si vous voyez, mais sur le tour masculin du PGA, ça la mettrait pas mal dans le podium, sauf que chez les femmes, elles sont tellement fortes, moi je trouve, elles m'impressionnent tellement que ça la met seulement 43e avec donc 75,94%. Et en green en régulation, elle est tout simplement la 2e avec 77,4%. Donc, ce qui pourrait être pas mal sur les verts dont on parlait tantôt sur le parcours de Rabbit. Et puis, donc moi je la mets clairement, je le disais, dans mes favoris, c'est certain. C'est pas juste parce que c'est une Canadienne ou c'est une joueuse qui m'impressionne. Pensez-y, la gang. Pour parler d'une autre joueuse de laquelle on n'a pas parlé, et j'ai une double question. La première, c'est Bianca Pagbadanan. Là. Je sais qu'elle est qualifiée, mais je la vois pas dans le champ. Si, elle y est, ouais. Elle y est, hein. Ouais. Et du coup, parce que c'est quand même T10 au PGA, là, bon, 2e majeur auquel elle va participer. Bon, évidemment, grosse frappeuse. Pourquoi Gugu, c'est pas ta favorite, puisque tu nous sors Bryson tout le temps? C'est vrai que Brooke Anderson est à fort dans la balle, mais du coup, bon, il y a elle aussi, on n'en a pas parlé. Est-ce que vous la voyez refaire top 10 sur son 2e majeur? Je sais pas. C'est un parcours qui peut lui aller, celui qu'elle joue 3 fois. Donc, je pense qu'elle fait partie des outsiders, on va dire, si elle n'est pas dans les grosses favorites, parce qu'elle est quand même en train de se mettre sur le devant de la scène régulièrement chaque semaine. Les 2 derniers tournois qu'elle joue, c'est quand même plutôt très correct. Petite piécette aussi. Allez, lancée en l'air. Et puis, pour rebondir sur Brooke Anderson, il me semble que c'est une ancienne hockeyeuse, en fait. Oui, gardienne de but. Et d'ailleurs, elle a cette particularité de prendre ses clubs. Alors, je ne sais pas si elle a des clubs très longs ou si c'est parce qu'elle est très petite, mais en gros, elle prend ses clubs un peu comme une crosse de hockey, quoi, parce qu'elle les prend assez bas. Elle a quasiment une main plus basse que le haut du shaft, non, Marion, tu sais. Ouais, en fait, elle a commencé, je crois qu'à l'époque, elle avait des clubs trop grands pour elle, donc elle les a grippés courts et elle a pris cette habitude et elle a toujours voulu continuer. Ce qui fait qu'elle a des clubs, je crois, qui sont un petit peu plus longs et elle les grippe un peu plus courts parce que c'est son truc. Il me semble qu'elle a les clubs un petit peu plus longs que la moyenne, elle les grippe pas particulièrement courts. D'accord. C'est juste pour la sensation, quoi, j'imagine. Ouais, je crois qu'en fait, elle a pris cette habitude depuis qu'elle est toute gamine et du coup, elle n'a jamais voulu changer. Ça me fait penser à une question qu'on t'a pas posée. J'avais pensé la poser à Julien au départ et puis je me suis souvenu qu'il n'avait pas encore joué de majeur. Donc, je vais la poser à Marion. À la console, j'en ai joué plein. Ouais, c'est ça, ouais. Quand tu es au départ d'un majeur, est-ce que c'est vraiment différent d'un autre tournoi où on n'a pas vraiment conscience on essaye de ne pas prendre conscience de l'enjeu ou est-ce qu'on ressent cette pression particulière parce que c'est un majeur? Oui, c'est différent, bien sûr. Enfin, c'est forcément différent parce que toute la préparation, toute l'organisation autour du tournoi est encore meilleure que d'habitude. Donc ça déjà, ça nous met dans une sorte d'ambiance toute la semaine où tout est décuplé. Enfin, je veux dire, tous tes sens sont décuplés. On s'occupe mieux de toi. Enfin, tout est encore mieux que d'habitude. Et tu sais que les majeurs, c'est les tournois qui sont mondialement reconnus. Donc tout le monde va suivre un majeur puisque finalement, quel que soit le circuit sur des
de golf coréens vont suivre les majeurs. Ils vont peut-être pas suivre habituellement le LPGA, mais ils vont suivre les majeurs parce que leurs représentantes y sont, etc. Donc, tu sais que c'est des tournois qui sont mondialement encore plus reconnus. Il y a plus d'argent, il y a plus de points pour le ranking mondial. Il y a un meilleur champ, donc tu sais que tu dois faire ton meilleur golf pour pouvoir performer, pour pouvoir être dans les clous. Donc oui, forcément, c'est autre chose. Et puis tu joues avec les meilleures joueuses, quoi. Clairement. Tu le sais. Clairement. Ouais, j'aurais dit pareil. Ouais. Oui, tu l'as bien c'est vécu. ça. Ouais. Allez, on va enchaîner avec le quiz qui, cette fois, est préparé par Gurvan. Et puis Chris qui a dû nous quitter. Et donc, c'est Marco Saint-Andrews 1962 pour les fans de Twitter qui nous a rejoint pour venir compléter les équipes. Bienvenue, Marco. Salut Marco. Salut Marco. Ça va? Tu es en forme? Hello, tout le monde. Impeccable. Chaud patate pour relever ce petit quiz. Bon, super. Beau quiz. Alors, la parole au maître des lieux ce soir. Je vais vous laisser choisir l'un après l'autre votre numéro et je vous dirai qui jouera avec qui. D'accord? Allez, Marco a dit 2, c'est noté. D'accord. Moi, je veux bien 4. Cyril. On peut pas prendre les mêmes, hein, c'est ça. Hein. Non. Alors 5. C'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. Je vais laisser le 2 à Marco, alors 5. Ok. Je prends 1. Il prend le 1. D'accord. Donc, les équipes. Donc moi j'ai le numéro de la balle comme Marion ne veut pas, donc c'est super. Donc je devrais être avec Marion normalement. Exactement. Tu vois, exactement. Allez les gars. Donc ça sera l'équipe, en l'occurrence Marion Lionel, contre le reste du monde. Donc les seuls qui prennent de l'argent contre ceux qui n'en prennent pas avec le blanc. C'est ça. Ils sont payés pour la petite balle blanche contre les autres. On va quand même commencer par l'US Open, mais un US Open masculin. D'accord? Commence. Ne t'inquiète pas, t'inquiète pas. C'est simple. Je vais demander de me lister dans un premier temps le nombre de joueurs non américains à avoir gagné un US Open depuis 1926. Je veux que vous me donniez le nombre, d'accord? Celui qui sera le plus proche aura un point, celui qui aura le bon nombre en aura 2. Et après, chacun votre tour, on jouera sur les noms directement. D'abord le nombre et après le nom. À votre avis? Entre 20 et 30, non? Oui, je dirais dans les noms déjà. Oui, 20 et 30. Oui. Ça fait quoi? Ça fait 920, ça fait... Attends. Ça fait 90 US Open à peu près. Ouais, il y a peut-être pu avoir quelques interruptions liées à la guerre mondiale, mais bon. Mais ça ferait pas beaucoup. Hein. Non, mais ça Alors fait... les garçons, un chiffre? Entre 10 et 20. Marco dit entre 10 et 20. Allez les garçons. Ça fait 20 alors, du coup. Allez, 20. 20. L'équipe mixte? Moi, je verrais moins. Du coup, si on dit 19, on est sûr de ne pas se tromper. Sachant qu'ils les ont quasiment tous perdus. Les Américains ont tout gagné quasiment jusqu'aux années 70, à part peut-être un Gary Player et puis tu vois, On a dit qu'il fallait pas donner de nom, puisqu'après je vais en demander. Ouais, mais bon. Alors? On dit 19 parce que c'est moins, quoi. Mais t'as raison, Marion, on va dire 19. Comme ça, Bon. si c'est moins de 20, on gagne, quoi. Le point est pour l'équipe mixte. Oh là là. D'accord? Je vous donne pas pour l'instant les bonnes réponses. D'accord? Et On maintenant, sait même pas combien. pas pour Non. l'instant. Là, faut qu'on Non, dise- non, on va laisser un peu de suspense. Ah ouais, non mais. D'accord? Donc là, maintenant, Donc, ce que je vais essayer de vous demander. Marco, est-ce que tu es prêt à rester jusqu'à 22h parce que... Non, mais ça va aller vite, ça va aller vite. Le chien, il va pas être d'accord. 2 droits à l'erreur par équipe. D'accord? Et je vous demande chacun, en gros, votre tour. Donc, en gros, il va y avoir un joueur de l'équipe des garçons. Par exemple, imaginons Marco qui donne un nom, puis Lionel, puis Cyril, puis Marion, etc. Je vous donne un point si vous savez le nom, et puis un autre point si vous avez l'année. Vas-y, Marco. 2015, Jason Day. Je crois que c'est première erreur parce que c'est le Est-ce que c'est PGA pas le PGA, ça?
Non, c'est la défaite de Jordan Spieth, ça. Mais non, mais non. Non, je parle de l'US Open. On commence l'enregistrement. Vas-y, Marco. 2015. Non, non Marco, c'est pas le bon. L'US Open. Un autre? Ce qui est important, c'est le nom du joueur de toute façon avant l'année. Ouais, c'est le nom du joueur. Jason Day. Alors non, il insiste. Désolé. Lionel. Bon, autant dire les faciles tout de suite. Martin Kaymer. Aurais-tu une idée de l'année? Martin Kaymer, je dirais 2014. C'est correct. 2 points. Cyril. Allez, mon Cyril. Donc, je vais prendre Gary Player. Aurais-tu une idée de l'année? Merci Lionel. Au passage. C'est un peu plus chaud l'année. 78? C'est 65. Ah ouais, d'accord. Un seul point. Marion? Geoff, pardon. 2011? Non, c'est raté. C'est 2006. 2006. Sorry. Hein. Ouais. Non, bah, c'est bien. Mister Tinky Winky? Pardon, excuse-moi. Tinky Winky, pardon. Rory McIlroy, Quelle année? 2012. Dommage, c'était 11. 2011. 11, merde. Ok, on revient sur Marco. Non, c'est à nous, non? Peut-être, non? Non, c'est Ah oui, c'est à toi, pardon, excuse-moi. C'est Lionel, pardon. Eh ben, Justin Rose en 2013 à Mérion. Oh, Ah, bravo. Oh là 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 là, il est fort. C'est 3 points, ça. Allez, Marco. Bon. Un Steve Gouzen. Correct. Belle. Oui. Alors, est-ce que tu es capable de me dire l'année? On va dire 2006. C'est raté. 2001 et 2004. Marion. Ernie Els. Ah, c'est GG. Correct. Donc, Oui, comme je vais dire 2004, je viens d'apprendre que c'était Rétif Goussen, donc je vais dire 2003, 2005. Je vais dire 2003. 94 et 97. C'est au tour de Cyril, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça? Ouais. Ouais. Alors, moi, j'avais Ernie, donc c'est foutu. Donc, VJC. Sergio Garcia, pardon. Sergio Garcia, je voulais dire. Je peux m'être trompé. VJC, non? C'est ça, je sais que. Malheureusement que c'est une mauvaise réponse. Continuons avec Monsieur Lionel. C'est fou comme tu as vite des Américains qui deviennent en tête. Hein, Ouais. c'est fou comme ils ont été nombreux à le gagner. l'US Il y Open. en a 2 qui sont difficiles et il y en a 3 que peut-être même moi, je pourrais peut-être en trouver un. Ouais. Je me doute, Là, il en manque que 5. Ouais. Il y en avait 12 au total. 12. Depuis quand? 1926. 26, ouais. Nick Price. C'est pas bon. Mister Tinky Winky? Tu m'as dit quelle année, McIlroy? McIlroy, il gagne en 2011. 2011. Ah, du coup, 2010, je dois l'avoir. Comment il s'appelle, ce con? Ce teubé. 2B, là. Ah, Teletubbies? c'est un... Ah, mais non, mais ils n'ont pas le droit de m'aider, là. Allez, non, c'est juste. Non, c'était. Allez, désolé, timer. Le Nord-Irlandais, là. Le Nord-Irlandais, putain. 4, Padre Garrington? Ah, pardon. 3, pas d'aide derrière. 2, 1. La réponse c'est maintenant ou never. Non, je ne l'ai pas, le nom, mais c'est un Nord-Irlandais en 2010. Ouais. Voilà. Et c'est never. Alors bon, bah désolé. C'était à qui? C'est à toi, Lionel, ou c'est à toi, Marion? Non, c'est à Marion. À Marion. Alors? Du coup, si Julien l'a mis sur la voie, non? Là, par contre, on va être franc, on va être réglo. Si Marion l'a pas, on va dire qu'il est perdu de chez vous, d'accord? Parce que là, il a quand même donné beaucoup d'indices. Ouais. Ouais, D'accord. Scandale. Ah, Donc, moi, qui est? je ne l'ai pas. Bah donc, est-ce que t'as un autre? J'en ai un autre. T'as un autre Un autre nom? Ouais. J'ai un autre nom à citer. Vas-y. Vas-y. Michael Campbell. C'est Bien joué, correct. je pense, non? Et en quelle année? En 2004, on a dit que c'était Rétif Goussen. Ah, j'ai Alzheimer d'un coup. Là, j'ai perdu ma connexion Internet. Ouais, 2001-2004. Ouais. C'était avant ou après?
Après? Je crois que c'est après. Moi, je sais pas. Ça me paraît vieux, en fait. Bah, c'est vieux, hein, déjà. Allez, madame. Bon, 2005. Ah, c'est correct. Bon, allez, voilà. Voilà. Et donc, c'était Graham McDowell en 2010. Ah, voilà, lui, là. McDowell, bah ouais. Pourquoi j'aurais pas trouvé, je pensais. Ouais, et puis juste Et- devant. Mister Lionel, il t'en reste? Cabrera, est-ce qu'il l'a gagné? Je suis pas sûr, en fait. Angel Cabrera, non? Je sais pas. Tu tentes ou tu tentes pas? Mais c'est Bon, pas à notre oui, jouet, de enfin, toute de toute façon. façon, Moi, oui. Si, ils ont perdu, les garçons. Ils ont perdu. Ils ont fait l'heure de jeu. Bon, Angel Cabrera, oui. Bon, bah, c'est correct. Quelle année? Oh là. 2008? 2007. Il manque Graham en 81 et Tony Jacklin en 70. Le score est actuellement de 10-3. Oh là. Bah ouais, ça fait mal. Alors, à l'heure actuelle, donc on repasse sur le golf féminin. Êtes-vous capable de me dire le nombre de pays représentés dans le top 50 mondial féminin? Honneur à l'équipe mixte, puisque vous avez pris une certaine avance. t'ai envoyé ma réponse. Ouais, 10. 10. Messieurs les garçons, vous pensez quoi? Plus, non? Moi, je dirais entre 14. 15 et 20. Il y a 12 alors. Ouais. Et la bonne réponse était 13. Ah, bien joué. Alors maintenant, je vais vous demander, il y a précisément 7 pays qui ont 2 joueuses ou plus. Il y en a 7. Ouais, exactement. Je vais vous demander de les lister et on commence à nouveau par l'équipe des garçons puisqu'elle est un peu en retard sur le score. D'accord? D'accord? Donc Marco, tu commences. Est-ce que tu es capable de me lister un pays ayant 2 joueuses ou plus dans le top 50 mondial féminin? Et donc je le précise à la date d'hier, enfin à la date de la semaine dernière, suivant au moment où sera publié l'enregistrement, quoi. Vas-y Marco. Bravo monsieur. Et auriez-vous une petite idée du nombre de joueuses qui sont dans ce coréennes qui sont dans le top 50 mondial? 44. Je crois que c'est 15. Je t'avoue, Ouais, c'est il pas va y bon. avoir 13. Combien? 13. 13. La bonne réponse était 20 joueuses. Ouais, je- Monsieur Lionel, Les USA, combien de joueuses? 14. C'est 11. Monsieur Cyril, Alors, Japon, 2. et c'était 4. Mais c'est bon quand même pour le Japon. Oui, c'est vrai, top 5. Ensuite, 4. Vas-y. il nous reste 4 pays qui ont 2 joueuses ou plus. Je vais dire la Thaïlande. C'est correct. Combien de joueuses? Je dirais 2. C'est correct. Bravo, madame. Les sœurs, c'est les deux. Ah non, c'est les deux sœurs. Alors, pour tout vous avouer, j'ai mis les noms pour éviter tout problème de prononciation. Parce que j'ai un profond respect pour les joueuses. Ariya et Moriya Jutanugarn. À tes souhaits. Mister Tiki Winky, L'Angleterre, c'est correct. Combien de joueuses? 5. C'était 3. Il nous reste donc 2 pays. Lionel? L'Allemagne. Non? C'est une question ou c'est une affirmation? Elles sont pas 2 avec depuis Popov? Ça répond toujours pas à ma question. Non, je parle à Marion. D'accord. Moi, l'Allemagne, je les aurais pas vus. J'en aurais pas vu 2 dans le top parce qu'il y a peut-être Popov, mais je pense que l'autre. Ah, aussi, il y a Masson. Masson, t'as raison. Ah, bah peut-être, oui, t'as raison. L'Allemagne 2. Et c'est correct. Eux, ils sont trop chauds. Ils sont trop chauds. Il nous reste un seul pays, si je dis pas de bêtises. Et c'est pour Marco. C'est pour Marco. Allez, avec mes origines, je vais dire l'Espagne. C'est malheureusement pas bon. Il n'y a que Carlotta. Et alors, donc, Marion, qui a l'air d'avoir la réponse, elle dit quoi, Marion? Je dis en Espagne, il n'y a que Carlotta, mais qui est dans le top 50. Je dirais que c'est peut-être l'Australie. Alors, donc je repose la question, c'est peut-être où on joue l'Australie? Non, c'est ma réponse, l'Australie. Et combien de personnes? Je dis, Su, Minji. Maintenant, il doit y en avoir plus que 2. Minji et Suo, je pense qu'ils sont les 2. Oui, c'était Anna Green, messieurs, dames. Ah, bah, qui est 23e. Donc, le score, messieurs, dames, est de 17-7. D'accord? Donc, premier quiz. Donc, je suis né après-guerre de 2 parents sportifs et c'est à l'âge de 8 ans que je découvre le golf. Entraîné par mon frère et une star renommée,
Je domine tous les tournois avec mon arme favorite, le fer 1. De cette même star, je recevrai à 13 ans un putter qui ne me quittera plus et qui me permettra de gagner près d'une vingtaine de tournois. Non, attends, après-guerre, non, lui, ça fait trop jeune. Allez, Ballesteros. C'est pas bon. Les garçons. Donc, vous avez peut-être une réponse? Je suis pas sûr. Tu peux tenter ta réponse ou Non, parce qu'on va garder les 3 points et on va essayer de gagner avec un 3 points. Ok. Début des années 60, mon premier fait de gloire est de gagner la première édition des championnats du monde amateur par équipe et en individuel. Mon deuxième fait de gloire est aussi à l'occasion d'avoir terminé 3e avec cette même équipe, tant en individuel qu'en équipe, donc lors de la 2e édition. Qui suis-je? Mais j'en sais rien, j'ai lu un truc comme ça. Mais... Messieurs, ça fait que le gars, il aurait à peu près 70 ans. J'ai peut-être une idée, tiens. Messieurs. Moi, j'aurais dit Jack Leblond. C'est votre dernier mot? L'éventreur des cartes de score. Jack l'éventreur. Ok. Ce n'est pas une bonne réponse. Merde. Marion, entre-temps, je découvre l'US Open grâce à une invitation où pour y aller, je ferai le voyage en bateau. L'occasion pour moi d'une superbe 14e place. Lors de ma 2e participation, ça ne sera rien de moins que la victoire, malgré un 79 lors du dernier tour et un score de plus 10, le 3e pire score de l'histoire, reproduisant ainsi l'exploit de mon père. Le coup du père, ça m'a un peu perturbée là. Mais ouais, bah si, parce que si, j'ai été un peu influencée, mais j'étais pas mal au niveau de la région. On va tenter Catherine Lacoste. Et c'est correct. Ah oui, amateur. J'étais au Pays Basque. Donc, en gros, voilà, né en 1945 de 2 parents sportifs, papa Lacoste et maman pas Lacoste. Mais pourquoi ça me perturbe ton histoire de comme mon père? Parce que son papa a gagné l'US Open, mais après, pas de golf. Ah. D'accord. Donc, mais quel artiste? Voilà, donc elle reçoit. Et tu sais de qui elle recevra son putter? C'est un garçon? Oui, c'est un garçon. Hagen? Non, Jean Garayad. Ah, tu vois, j'étais pas loin quand même. Oh. Voilà, donc en gros, elle reçoit son putter de Monsieur Jean Garayad. 1960, elle se fait, en gros, elle assiste à la première, elle participe à la première édition des championnats du monde, qu'elle gagne brillamment avec l'équipe de France. Ensuite, elle part à l'US Open, elle finit 14e, puis elle fait 3e ensuite à l'édition des championnats du monde. Et l'année d'après, elle gagne l'US Open, première fois que c'est une amatrice qui gagne. Et l'année d'après, elle gagne cette fois-ci à nouveau l'US Open, mais en amateur. Et là, à ce moment-là, elle gagne aussi le British Open amateur. Et là, par contre, elle fait comme sa maman. C'est pas Thion de la Chaume, la maman de Catherine Lacoste? Exactement ça. Bravo, madame. Merci de votre participation. Merci à Marco Merci la gang de m'avoir accueilli. Eh ben, c'est toujours un plaisir, Marco. Tu reviens quand tu veux. Tu as donné au moins 50 fois plus de bonnes réponses que moi sur les 8 derniers quiz. Donc, bravo, Marco. Merci, Marion, pour tous ces éclairages. Merci Cyril, merci Julien, merci Gugu pour ce quiz, merci à Chris qui nous a quittés prématurément mais qui reviendra avec l'équipe au complet ou ceux qui peuvent en tout cas à partir de jeudi soir. Ciao la gang. Ciao la gang. Allez, gang. Yes. Merci à tous. Merci à toutes et tous de votre écoute. Je tenais à accréditer la musique utilisée dans ce podcast. Le titre est Anita Latina du groupe Le Gang. Vous pourrez retrouver toutes les informations concernant la musique et les prochains épisodes sur notre adresse lepodcastgolf.petiteballeblanche.com. À très bientôt.